Bonjour et bienvenue aujourd'hui au studio R et Cosmos dans lequel nous allons aborder la situation au Moyen-Orient, au Proche et au Moyen-Orient, autour d'Israël, le Hezbollah, le Hamas à bande de Gaza, l'Iran, il y en a pour tous les goûts. Et pour ça, on a l'honneur pour la deuxième fois d'accueillir Michel Goya, qui a écrit un livre de référence dans le domaine. Tu es impliqué dans la zone depuis plusieurs dizaines d'années maintenant. On va revenir un petit peu sur un point de situation. Tout commence avec l'attaque du 7 octobre l'année dernière, l'offensive massive d'Israël sur la bande de Gaza. Aujourd'hui, ils en sont où ? Alors, il faut revenir un peu sur la stratégie employée par Israël. C'est-à-dire que le problème qui se pose à Israël après le 7 octobre, c'est comment fait-on pour non plus taper une organisation armée incrustée dans la population, mais vraiment la casser, la détruire. Là, on change quand même de paradigme et il ne s'agit plus, voilà, comme en 2021, 2014, dans les conflits précédents, de faire quelques jours, voire quelques semaines de raids aériens ou même de raids au sol. Voilà, de tuer, en 2014, il y avait 1500 miliciens combattants qui avaient été tués, et puis au bout d'un moment, les tirs de roquettes s'arrêtaient, on faisait la paix, quoi. De fait, on faisait la paix. Bon, là, on n'était plus du tout dans le même schéma, hein. Là, il s'agit de détruire le Hamas. Bon, ça, c'est une œuvre stratégique de très longue haleine, mais au moins détruire le Hamas à Gaza, et là-dedans même détruire l'armée du Hamas à Gaza. Donc c'était le potentiel militaire du Hamas, l'idéologie. Il fallait casser. Voilà. Concrètement, ça signifie qu'il faut arriver à une situation où la force ennemie est complètement écrasée, étouffée, qu'ils ne peuvent plus rien faire, ils sont neutralisés en termes militaires, ils sont complètement neutralisés, ils ne peuvent plus communiquer, ils ont la trouille de se prendre des bombes partout, et voilà, ils ne représentent plus une menace, au moins pour Israël. Bon. Il leur faudra énormément de temps éventuellement pour se régénérer. Donc la question qui se pose, c'est comment on arrive à cette situation. En gros, il y a deux méthodes, hein. Soit la méthode du lutteur, on va à l'intérieur de Gaza et puis on occupe le terrain, on le conquiert, puis on l'occupe, puis on étouffe complètement l'organisation. C'est un peu ce qu'ont fait par exemple les Américains et les Irakiens à Bagdad en 2007-2008. Bon, on va sur le terrain et puis au bout d'un an, l'État islamique en Irak est quasiment disparu de Bagdad. Bon. Ça, c'est la première méthode. Le problème, c'est ingrat, c'est compliqué, c'est long, il faut beaucoup de moyens, ça coûte cher aussi en vie humaine. Donc, ils ont décidé d'employer une méthode de combat à distance, d'écrasement à distance, on va le dire comme ça. Donc, en gros, de faire un siège. Et puis un immense siège, et puis là, on tape tout ce que l'on a sur tout ce qui dépasse du Hamas, on écrase tout ce que l'on peut du Hamas, et on complète ça avec des raids terrestres qui vont à l'intérieur, qui nettoient des zones, et puis voilà, le but c'est d'écraser complètement, d'arriver à cette situation d'écrasement avec des raids aériens ou au sol. Et donc, mais là aussi c'est long, on s'aperçoit que ça pose quand même un certain nombre de problèmes. D'abord, il faut de très 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 grosses doses pour arriver à un effet. Et notamment, donc on se retrouve avec une campagne aérienne qui est certainement au moins la plus importante en volume depuis la guerre du Golfe, je pense, probablement en 90, et notamment plus importante contre une organisation armée dans la population, donc avec des dizaines de milliers et des dizaines de milliers de sorties et de frappes, avec des avantages et des problèmes que ça pose. Et puis ensuite, il faut y aller au sol, malgré tout, pour aller nettoyer des zones. Et ça, il faut aussi, on s'aperçoit qu'il faut aussi beaucoup de doses. Et donc les Israéliens ont engagé quelque chose comme jusqu'à 22 brigades complètes à l'intérieur de Gaza pour aller nettoyer la zone. Au passage, nous Français, on serait d'un strict point de vue militaire, on serait quand même très embêtés si on était face au même défi. Aller nettoyer, aller détruire une organisation dans une zone très largement urbanisée, peuplée de 2 millions d'habitants. De toute façon, on n'a pas 22 brigades. Non, déjà, non, on ne peut pas... Non. Non, on serait vraiment, vraiment très embêtés. Et au passage, d'ailleurs, on n'y réfléchit même pas. C'est ça qui m'inquiète un peu, quoi. C'est-à-dire que, je fais une toute petite parenthèse, on travaille par exemple sur le combat urbain, mais dans nos centres de... Au Sanzub. Au Sanzub, voilà, mais on envoie une compagnie, quoi. Donc on travaille au niveau tactique, bon, c'est très bien, mais comment on fait pour s'emparer d'une zone millionnaire avec des gens incrustés à l'intérieur par dizaines de milliers? Ça, c'est un problème que pour l'instant on n'a pas rencontré et que pour l'instant on ne saurait pas faire. Bon, bref. En tout cas, Israël l'a fait aussi
aussi d'une manière. Néanmoins réussi d'un point de vue si on regarde strictement militaire. C'est-à-dire qu'effectivement, au bout de 10 mois, les Israéliens disent écoutez, voilà, nous, effectivement, on a écrasé le Hamas et ses organisations alliées, le djihad islamique, etc. On dit voilà, on a tué 17 000 combattants ou 17 000 membres du Hamas, voilà, pour un effectif initial qui était peut-être de 30 000 ou 40 000 avec les alliés. Bon, on dit voilà, comptez les blessés graves, les prisonniers, enfin les pertes au total, ça y est. Le Hamas est écrasé, donc mission accomplie. Alors l'image d'Israël dégradée par... alors maintenant, la situation est la suivante, c'est que... Cette méthode était censée permettre aussi d'obtenir un peu tout le reste. C'est-à-dire que sous la pression, le Hamas et les autres groupes allaient libérer les otages en disant voilà, allez, arrêtez un petit peu de nous frapper, puis soufflez un petit peu en échange de libérer les otages. Méthode n'a pas franchement marché. Il reste toujours de nombreux otages dans Gaza. Mais surtout, Gaza est dans une situation humanitaire, c'est une catastrophe, évidemment, c'est dramatique ce qui se passe. La moitié du territoire, la moitié des bâtiments du territoire sont explosés. Et le pire étant que, il y a deux pires d'une certaine façon. Il y a un, c'est que le Hamas est toujours là. C'est lui qui contrôle toujours de fait la majeure partie du territoire de Gaza, puisque les Israéliens ont refusé de l'enchasser, en fait, d'occuper le terrain. Et puis deux, ce qui est lié, c'est qu'il n'y a aucune transition, il n'y a aucune solution politique. Voilà, donc on se retrouve avec un territoire de Gaza qui est un territoire enfermé. C'est New York 1997, le film Carpenter, quoi. On fait un siège autour et puis à l'intérieur, débrouillez-vous. Et donc vous avez toute une population qui est là, qui à la fois se prend encore des bombes parce que la pression continue, la surveillance, la pression continue. Les Israéliens ont mis en place un corridor à l'intérieur du territoire pour mieux le surveiller. Tout est verrouillé, la frontière est super verrouillée. Et puis voilà. Et le fait d'avoir tué le chef du Hamas, ils ont dit que c'était peut-être un de leurs objectifs. C'était juste de l'affichage? Non, alors c'est un objectif bien sûr réel, c'est-à-dire que oui, ils ont tué Mohamed D, ils ont tué Sinwar, ils ont tué tout le monde sauf le dernier leader, c'est Mohamed Sinwar, donc le frère de Yahya, qui est là, c'est parmi les cerveaux du 7 octobre. Donc il fallait le faire, c'est partie des objectifs de la liste d'objectifs à atteindre, minimales à atteindre, ne serait-ce que pour des raisons psychologiques. On tue le cerveau, les cerveaux de l'attaque du 7 octobre. Bon, donc ça, c'est tout à fait logique. Maintenant, est-ce que c'est suffisant? En soi, les assassinats de leaders, c'est pas suffisant. Faut être clair, depuis 1987, les Israéliens ont tué, sur la liste de tous les dirigeants du Hamas que les Israéliens ont tués depuis 1987, là il faut tourner plusieurs pages. Et ça n'a pas empêché le Hamas de se développer, de croître en volume et en efficacité. Ce qu'il faut, c'est toujours le doubler, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, par un véritable écrasement ou un étouffement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Bon. Et donc là, les Israéliens peuvent dire, voilà, nous on a réalisé cet écrasement. Le Hamas ne représente plus une menace, il n'y a quasiment plus de tirs de roquettes contre le territoire. L'idée d'un raid à nouveau comme celui du 7 octobre, c'est fini. Et donc, mission accomplie, mais on est dans une situation un peu suspendue. Qui continue à maintenir des moyens importants quand même. Il faut quand même surveiller toute cette zone, il faut surveiller permanence. Il y a toujours des combats, de temps en temps on rentre encore à l'intérieur, toujours des pertes du côté israélien, même si c'est très, très largement réduit. Et puis surtout, on est en situation qui est, on ne voit pas très bien la fin, quoi. Et tout ça a été payé. Vous l'évoquiez, par aussi une dégradation quand même d'image, quoi. L'inconvénient de cette méthode du siège et de frappe massive, c'est raid ou de frappe, c'est que y a un petit problème, c'est qu'il y a une population quand même à l'intérieur importante, dense, et que elle a beaucoup souffert évidemment de cette méthode, et qu'il n'y a rien qui résiste à des images de gamins qu'on retire des décombres, quoi. Mais après, ils avaient clairement assumé, on préfère avoir des reproches que des condoléances. Oui, c'est la vieille politique israélienne. C'est de toute façon, en gros, on est isolé, et on est en situation unique, isolée, que tout le reste du monde ne peut pas comprendre, ne peut pas admettre, et qu'on est dans une confrontation à mort, et que ça justifie, face à des gens qui de toute façon nous détestent, qui seraient
ne sera pas possible de faire la paix, ça justifie un petit peu d'user de la force sur le spectre, j'allais dire, le plus large, le plus à droite possible en termes de, on va dire de violence. On passe à un deuxième front. Oui. Le Hezbollah. Oui. Alors le Hezbollah, globalement c'est un peu le même problème, du point de vue militaire. C'est-à-dire que à partir des années 2000, enfin du début des années 2000 d'ailleurs, les Israéliens ont considéré que il fallait se désengager des zones compliquées, des zones bourbiers, quoi, en fait, sauf la Cisjordanie, parce que pour eux c'est stratégique. Et donc en 2000, ils ont évacué le sud du Liban, après 18 ans de présence au Liban. Donc hop, ils évacuent. Et ils évacuent, 5 ans plus tard, ils évacuent également le Gaza, avec cette idée, on y revient, que, il y a une barrière qui me protège de ces gens-là, et puis deux, s'ils posent problème, on les frappe à distance. Bon, voilà. Et c'est... donc c'est sensiblement la même méthode pour tout le monde. Sauf que le Hezbollah, c'était une opération qui a quand même été plutôt déclenchée par Israël au moment où ils l'ont souhaité. C'était pas une réponse. Non, c'est pas une réponse comme l'attaque du 7 octobre, même si effectivement le Hezbollah est entré lui-même aussi un peu dans le conflit. Bien sûr. J'allais dire, par les tirs de roquettes. Voilà, par les tirs de roquettes, c'est une grosse erreur, je pense, stratégique de leur part, au passage. Oui, c'est-à-dire que le Hezbollah, comme l'Iran, on va dire, quand même, je pense, était un peu pris au dépourvu par l'attaque du 7 octobre, même s'ils savaient sans doute qu'il y avait quelque chose qui se préparait, forcément, ils n'approuvaient pas cette attaque, et que lorsque ça s'est produit, ils se sont retrouvés devant le fait accompli, et puis devant un dilemme, qu'est-ce qu'on fait Soit on fait rien, parce que c'est plutôt dans notre intérêt, notamment pour l'Iran, de faire un peu profil bas par les temps qui courent, soit on y va à fond et de s'engager dans une guerre complète aux côtés du Hamas, mais c'est très risqué face à Israël, et peut-être même face aux États-Unis qui pourraient s'impliquer, donc ce serait vraiment une aventure très très risquée. Et finalement, ils vont une solution un peu intermédiaire et ils disent on va faire un peu acte de présence. Et donc dès le 8 octobre, le Hezbollah commence à lancer des roquettes sur le nord d'Israël. On sent bien d'ailleurs qu'il y a la volonté de ne pas faire trop, au moins de pertes civiles. C'est vraiment, on lance quelques dizaines, maximum 100, 200 roquettes. Par jour. Par jour, non, bien sûr. Oui, non, mais bien sûr, pendant la guerre de 2006, ils ont lancé 100 par jour pendant la guerre, quoi. Donc là, oui, mais ils prennent soin quand même d'éviter de toucher la population. Alors, ça fait fuir la population du nord d'Israël, mais c'est le but. On sent qu'ils ne veulent pas aller trop loin quand même, malgré tout. Donc, s'enclenche là-dessus une série d'actions, de ripostes de la part des Israéliens. Et donc, on a pendant des mois une sorte de petite guerre assez limitée. De raids, de frappes, qui fait quand même des centaines de morts, surtout du côté libanais, mais qui reste contenu. Et on sent bien que aussi du côté israélien, il y a un peu cette tendance, ce courant dès le départ, qui dit que c'est peut-être le moment aussi de se débarrasser du Hezbollah comme menace. Le Hezbollah, pour les Israéliens, c'est une menace, c'était, en tout cas avant le 7 octobre, c'était une menace considérée comme plus importante que le Hamas. Dans les derniers réunions du Conseil de sécurité israélien, il est question du Hezbollah, quelques jours avant l'attaque du 7 octobre. Il est question du Hezbollah, pas de Gaza. On considère que Gaza, c'est maîtrisé à peu près. Par contre, on se gagne beaucoup du Hezbollah, qui est une organisation effectivement plus puissante. C'est une armée qui est plus puissante que le Hamas. Le Hamas a pris modèle sur le Hezbollah, qui est plus puissante, qui a des moyens, une force de frappe qui est considérable, fournie par l'Iran, bien sûr. Une armée, une vraie armée qui est solide, qui est expérimentée, qui a été engagée en Syrie, qui a appris à se battre contre l'État islamique aussi. Aussi, voilà, entre autres contre les organisations rebelles, c'est une armée solide. Et puis surtout, il y a toujours, face au Hezbollah, il y a toujours le souvenir de la guerre de 2006. Qui est plutôt un mauvais souvenir pour les Israéliens. Ils sont tombés face à une résistance inattendue, beaucoup plus solide qu'ils n'imaginaient du Hezbollah. Et cette opération israélienne s'est terminée un peu par un fiasco, Enfin, au moins un demi-fiasco. On va dire, c'est ce qui était assez inédit d'ailleurs pour l'armée israélienne. Un retrait sans résultat en tout cas. Oui, sans résultat, alors qui a fait beaucoup de dégâts au Liban d'ailleurs. C'est-à-dire que de l'autre côté aussi, on s'est dit, il faut peut-être éviter de se fronter quand même à Israël. Donc ce qui fait que, paradoxalement, la frontière libanaise était la plus calme
C'était la zone la plus calme, au moins autour d'Israël, pendant très longtemps, parce qu'il y a une forme de dissuasion mutuelle. Bon, là, Israël se dit c'est peut-être le moment. C'est le moment. Donc, mais bon, quand même pas les moyens non plus de tout faire et de s'en prendre à deux ennemis en même temps. C'était ça le sujet. Et donc, priorité évidemment Hamas. Et à partir du moment où le Hamas, on l'a dit, commençait à être vraiment écrasé, on a vu des mouvements de troupes, voilà, concrètement, la 98e division, les Israéliens ont 3 divisions d'actives, hein, de conscrits. Voilà, ce sont eux qui servent de fer de lance, évidemment, à toutes les opérations à terre. On voit à un moment, ils retirent la 36e division blindée, ils la ramènent au nord, puis après, au début de l'année, enfin au printemps, non, pardon, à l'été, hop, on voit la 98e division qui monte dans le nord, et là on se dit, oui, effectivement, priorité a changé. Le centre de gravité des forces israéliennes a changé, et donc là on se prépare, ils préparent quelque chose, effectivement, contre le Hezbollah. Et effectivement, bon, ben, ça les beepers. Et puis donc ça a commencé par une série d'attaques, de préparation, de décapitation, tout à fait remarquable. Hein, pour le coup, c'est un succès, oui. Ah oui, non, mais l'opération Beeper, c'est tout à fait remarquable. C'est peut-être l'opération de décapitation ciblée la plus importante de l'histoire contemporaine, quoi. Donc ça, c'est même les frappes plus classiques, on va dire, sur le commandement sur Nasrallah, le leader, tout ça, ok. On peut en discuter après le coût humain que ça représente, mais en termes d'effet, c'est assez remarquable. Il décapite vraiment une bonne partie de l'organisation. Et ensuite, il décide de passer à une action beaucoup plus massive, visant d'abord à essayer de détruire autant que possible la force de frappe du Hezbollah, la vraie menace. Les missiles principalement. Voilà, dans les missiles à longue portée principalement. C'est-à-dire que c'est d'une certaine façon à la fois les cibles les plus faciles à atteindre, hein, c'est des gros objets qui sont plus difficilement dissimulés en tout cas, et qui sont surtout les plus dangereux, puisque on a quand même des missiles balistiques qui peuvent taper sur tout le territoire israélien. Donc c'est quand même, et avec des charges explosives quand même conséquentes. Donc ça c'est la priorité 1. La priorité 2 c'est effectivement tout l'arsenal de roquettes qui peut être tiré, mais ça c'est plus compliqué, c'est plus petite, c'est plus diffuse, plus nombreuse. Ils en ont au moins réussi à taper des stocks. Oui, ils ont réussi à taper des stocks, à désorganiser un peu le truc, ce qui fait que, alors qu'on parlait d'un stock de peut-être 100 000 roquettes, on parle vraiment de munitions à courte portée, et puis, avec une capacité de tir instantané de pratiquement 4000 roquettes, et puis en fait, du compte, le Hezbollah n'arrive à en tirer que 200, 300, et relativement peu de missiles. C'est ça qui est un peu l'élément un peu surprenant dans cette affaire. Donc ça, c'est la priorité 2. Puis la 3, c'est détruire toute l'infrastructure du Hezbollah à la frontière. Voilà, en gros, tout ce qui permet à la fois de tirer des projectiles à courte portée et éventuellement de faire des attaques directes terrestres. Et donc là, début novembre, ce sont toujours leurs priorités pour l'instant. Oui, ça n'a pas changé. C'est-à-dire, globalement, ils appliquent la même méthode qu'ils ont appliquée au Hamas. C'est-à-dire, voilà, on fait une campagne longue d'usure, voilà, où on essaie d'écraser autant que possible le Hezbollah. Donc, en combinant une campagne aérienne et des raids terrestres le long de la frontière. Voilà, et on sent bien d'ailleurs que c'est difficile, hein. Malgré la décapitation du Hezbollah, il faut y aller, quoi. Toute la zone frontalière, c'est une zone qui est travaillée par le Hezbollah. Il y a des réseaux de tunnels, de fortifications. Et puis c'est une organisation qui est très décentralisée, quoi. Chaque chef de secteur sait ce qu'il a à faire, quoi, hein. Les Israéliens pénètrent dans un secteur, ils combattent les Israéliens. Et on ne sent pas en interne au Liban, parce que quand il y a eu justement Nasrallah qui a été tué, on a vu des scènes de liesse de la part des populations sunnites qui étaient plutôt opposées au Hezbollah, des chrétiens également qui se réjouissaient. Est-ce qu'il n'y a pas ces potentiels opposants au Hezbollah qui pourraient être des alliés ponctuels d'Israël, tenter de profiter de la situation? Oui, alors c'est-à-dire concrètement, il faudrait s'allier avec des milices. Mais le problème, c'est que dans ce genre, dans ce domaine. Oui, non, mais mauvais souvenir. Hein. L'intervention israélienne en 82 au Liban, c'était en gros en soutien des phalangistes de la famille Gemayel, dont ils espéraient faire un allié qui leur permettrait de contrôler, neutraliser, détruire l'OLP.
dans le sud du Liban, de la même façon qu'ils veulent détruire le Hezbollah. Ça, ils ont à peu près réussi. Donc, j'ai réussi au moins à détruire et à chasser ce qui est resté de l'OLP de Yasser Arafat à l'époque. Voilà, de Yasser Arafat, qui est parti en Tunisie. Après, pour le reste, la stabilisation du Liban, non, c'était un échec complet, puisque à la place de l'OLP, il y a d'autres organisations comme le Hezbollah qui se sont développées et qui ont même acquis une certaine légitimité en luttant contre l'occupant. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que... Au point d'avoir même des alliés parmi les chrétiens. Bien sûr, mais voilà, si vous voulez, les Libanais, en gros, les Libanais en situation actuelle, ils sont partagés entre, pour beaucoup, la détestation de Hezbollah, ça c'est clair, et en même temps la détestation d'Israël. C'est-à-dire que ceux qui leur tapent dessus, pour l'instant, c'est pas le Hezbollah, c'est Israël. Alors, dans ce genre de situation, alors peut-être qu'après la guerre, oui, il y aura peut-être des règlements de compte, où on va dire, voilà, maintenant, ça suffit, où la mainmise du Hezbollah, l'importance du Hezbollah, maintenant, ça suffit, et comme le Hezbollah est affaibli par les Israéliens, a été affaibli par les Israéliens, c'est peut-être le moment, mais dans la guerre, ça arrive quasiment jamais, ce genre de choses. L'idée que les Libanais vont venir... se réveiller maintenant. Voilà, ou que l'armée libanaise va se mettre à vouloir attaquer le Hezbollah. Non, l'armée libanaise, elle a des pertes aussi par les Israéliens. Quand on va regarder les communautés, c'est l'envahisseur israélien, etc. Même l'ONU a subi quelques coups de la part d'Israël. Oui, bien sûr. Mais, des balles perdues, on va dire. Oui, mais forcément, je veux dire, les casques bleus sont là au milieu d'un champ de bataille. Où ils servent à rien, il faut être très clair. Et où, mécaniquement, ils sont obligés de prendre des coups. On va rappeler que tu as été casque bleu. Oui, pas au Liban. Je suis baladé un peu au Liban, justement. Je vais aller faire un peu le rétexte un peu de la FINUL et de notre présence là-bas. Il faut être clair, on ne sert à rien. De la même façon qu'on ne servait à rien lorsqu'on s'est engagé à Beyrouth en 83-84, où on a subi, d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, des coups du Hezbollah. C'est ce que j'allais dire. Néanmoins, ils ont tué l'instigateur des attentats qui ont tué des dizaines de Français à l'époque. Le Hezbollah a fait des attentats à Paris également, sur les grands magasins. Donc, il faut ont fait notre boulot qu'on n'a pas fait depuis il faut quand même rappeler effectivement cette affaire. C'est-à-dire que l'idée, en 82, les Israéliens pénètrent au Liban, c'est en pleine guerre civile, et que le président Gemayel est assassiné, et on décide d'intervenir à Beyrouth, une des toutes premières opérations en coalition occidentale, donc américains, il y a des Italiens, nous, quelques Britanniques, et comme les Américains ne veulent jamais travailler en mission ONU, on fait un truc ad hoc en coalition. On va à Beyrouth, on a mis une force à Beyrouth, et on dit, nous on va servir, on va d'abord servir à faire une force d'interposition, évacuer les Palestiniens, ça marche, puis ensuite on va rester sur place et on va aider le nouveau gouvernement, le nouveau président Gemayel, le frère, à établir un peu son autorité sur la capitale, etc. On va aider l'armée libanaise. Et en fait, tout ça, c'est un leurre. Et on se fait très vite attaquer parce qu'en même temps, il faut quand même le rappeler aussi, on a un très fort contentieux avec l'Iran. Pourtant, on paraît qu'on n'a pas d'ennemis dans la région. Oui, mais François Mitterrand, aux Nations Unies, quelques semaines, 2-3 semaines avant l'attaque du Drakkar, le 23 octobre 1983, déclare la France n'a pas d'ennemis au Liban. C'est l'absurdité, quoi. Moi, je me souviens très bien de cette époque. On dit, mais attendez, il y a des terroristes sur place, mais c'est pas nos ennemis. Oui, au moment où il dit ça, il y a quand même eu, de mémoire, je crois qu'il y a 19 soldats français qui ont été tués, déjà à Beyrouth. Donc à l'époque, on disait, tués par personne, puisqu'on n'a pas d'ennemis. Et donc oui, ce qui s'est passé, c'est que l'Iran et la Syrie, il ne faut pas oublier non plus dans cette affaire, la Syrie d'Assad, ont profité parce qu'on était là, on était au Liban, donc nous attaquer au Liban via le Hezbollah qu'ils ont créé concrètement en 82. Et en fait, au départ, c'est une sorte de coalition. Il y a une petite structure qui s'appelle l'Organisation du Djihad islamique, qui est chargée des attentats. Et c'est ces gens-là qui nous attaquent, notamment le 23 octobre. Pas que, il faut quand même vous oublier, il y a eu d'autres attaques par la suite, moins meurtrières, mais il y en a eu d'autres, qui attaquent les Américains, etc. Et qui aboutissent au repli, finalement, de cette force multinationale. De début 1984, on s'enfuit de Beyrouth. Il faut être clair là-dessus. On ne sait pas quoi faire, on prend des coups de tous les côtés, on s'enfuit. Et il faut rappeler l'impact énorme qu'a eu cet événement, dans le monde arabe. Le monde arabe dit, tiens,
on est capable, des gens résolus jusqu'à l'attaque suicide, c'est un phénomène un peu nouveau à l'époque, sont capables de faire fuir les armées les plus puissantes du monde, quoi. Et donc ça, c'est un événement considérable. Et je termine juste là-dessus, c'est que les membres de l'OIG, donc l'organisation du djihad islamique, en réalité, c'est un satellite du Hezbollah, ils rejoignent tous le Hezbollah. Comme par hasard, on les retrouve tous dans les différents commandes. Ils sont jeunes, en 83, mais et on les retrouve tous à la tête du Hezbollah quelques temps plus tard, où ils se font flinguer régulièrement. Et Israël a vengé la France. Exactement. On va quand même dire qu'on a fait un raid aérien à Baalbek. Vide. Oui, non, mais dans un endroit vide, juste pour pas tuer personne, mais on avait fait juste pour dire qu'on faisait un raid. Non, mais quelle pantalonnade aussi, il faut quand même rappeler ce scandale, quoi. Non, c'est une époque terrible, pour les soldats français. Moi, j'ai commencé ma carrière à ce moment-là, militaire. C'est un vrai traumatisme. Et donc, oui, 2 semaines. Il faut attendre 2 semaines pour se dire, bon, il faut faire quelque chose quand même. Après l'attentat du 23 octobre, on dit, tiens, on va faire, qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire un raid aérien, bon, ok. Et on va taper où? La base du Hezbollah, dans la plaine de la Beka. Bon, ok, donc on fait un raid de super étendards qui partent là, mais quand même, il ne faut pas être trop méchant non plus. Vous avez au ministère des Affaires étrangères quelqu'un, ça c'est un gros mystère, qui fait savoir au Hezbollah qu'il y aura un raid. Et donc le raid tape dans le vide, tape sur un troupeau de moutons avec un malheureux berger qui passait par là. Et donc, donc on a montré qu'on faisait quelque chose. Et voilà, mais en réalité, on n'a rien fait du tout. On fait beaucoup de digressions et on finit avec l'Iran néanmoins. Oui. L'Iran, ils sont loin, ce n'est pas des opérations au sol, non. Ils ont aussi cherché à faire des opérations aériennes, du bombardement à longue distance, des missiles balistiques. Un succès pour le coup inattendu en termes d'efficacité de la protection aérienne balistique israélienne, qui a réussi à intercepter la quasi-totalité des missiles balistiques, en tout cas, qui sont censés être les plus durs à avoir. Israël a répondu. Oui. On en est où du coup ? Oui, alors là, on est dans une sorte de guerre un peu étrange, où on sent bien que l'Iran est un peu embêté quand même par cette affaire, et il faut faire quelque chose, surtout quand en plus on tape sur son propre territoire, quand on tue Haniyeh, le patron du Hamas, à Téhéran même, quand on tue Nasrallah, qui était le principal allié de l'Iran, on le tue au Liban. On dit, voilà, il y a certainement des débats intérieurs des débats en Iran, où en gros, voilà, qu'est-ce qu'on fait, quoi. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire, sans subir des coups. Il faut au moins, pour la posture, montrer qu'on est là, montrer un peu de solidarité quand même avec nos groupes, nos proxys, et en même temps, on dit, faut peut-être, la priorité c'est quand même la sauvegarde du régime, qui est contesté à l'intérieur, qui est vulnérable à l'extérieur, avec un éléphant dans la pièce qui est le programme nucléaire, qu'il faut quand même essayer, qui est le joyau de la couronne, quoi. C'est-à-dire, le jour où les Iraniens arrivent à avoir une force nucléaire, c'est-à-dire non, pas simplement de la matière fissile, mais des armes et des moyens de les vectoriser avec une bonne probabilité d'atteindre des objectifs. Là, la situation sera complètement différente. On sera une situation de la Corée du Nord où la Corée du Nord ils font un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils sont devenus intouchables de cette façon. Donc en attendant, peut-être faire profil bas, quoi. Et donc ça aboutit là aussi à cette idée qui a surpris en réalité, parce que c'est quand même une escalade relativement importante de faire une attaque aérienne contre Israël, assez massive, non pas avec des avions parce que les Iraniens n'ont pas la possibilité, mais avec des missiles, des drones, tout un tas de projectiles. Donc une première attaque qui provoque, là aussi, une attaque un peu étrange, dont on avertit avant, on lance des drones, donc ils sont repérés, donc on voit l'attaque venir. On peut parler presque d'une pseudo-opération. C'est-à-dire que le but, c'est pas de faire des dégâts véritablement dans Israël, mais de montrer qu'on fait quelque chose. On ne peut pas laisser. Pour la rue arabe, du coup. Oui, c'est ça, oui. On appelle ça aussi une salve d'honneur, quoi. Voilà, on fait une démonstration, on satisfait tout le monde. L'Israélien finalement riposte sensiblement de la même façon. On reste un peu dans cet équilibre. Ils font un petit raid aérien qui montre. Mais a priori, ils auraient quand même détruit la quasi-totalité des radars. Oui, ça c'est bien. Oui, non, mais dans le premier, je parle d'avril. La première, pardon. Premier, déjà, donc ils montrent qu'ils sont au moins capables de faire ce qu'ils veulent en réalité dans le ciel iranien, quoi.
Et puis rebelote un peu plus tard, alors là un peu plus légère escalade de la part des Iraniens, là on n'envoie que du missile balistique, donc c'est quand même un peu plus dangereux, 200 missiles, je crois que ça doit être c'est la plus grosse salve voilà, c'est la plus grande salve de missiles balistiques jamais tirée de l'histoire. Je veux dire, même les Allemands jamais balancé autant de V2 par exemple pendant la guerre. Même les Russes dans le premier jour de la guerre n'ont pas fait non plus. Oui, c'est vrai, je crois qu'on était une centaine, quelque chose comme ça, ou même les Américains dans le premier jour n'ont jamais lancé 200 missiles, à ma connaissance. Surtout pas des missiles balistiques. Oui, c'est beaucoup de croisières, etc. Mais bon, nouvel échec, effectivement. Échec partiel, il y a quand même un petit peu qui sont passés. Donc c'est à la fois, c'est assez étrange. On donne des victoires défensives aux Israéliens qui peuvent montrer, voilà, notre bouclier marche, fonctionne. Et puis ça permet aussi, étonnamment, de montrer qu'ils ont des alliés. Oui. Soit la Jordanie, oui, ça a obligé tout le monde à s'impliquer sur la route. Les autres se positionnent en faveur d'Israël pour intercepter les missiles iraniens. Oui, bien sûr. Il faut rappeler que la présence américaine, après le départ des Américains en 2011, pardon, d'Irak, la justification sur place, c'est on va vous protéger de la menace iranienne. Et donc, c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé véritablement à mettre un système de défense anti-aérien un peu partout, à mettre des radars qui étaient obligés de se connecter. Ils ont voulu essayer de créer une alliance défensive anti-Iran au Moyen-Orient, dont ils étaient évidemment le centre, obligeant d'ailleurs, même techniquement, les radars saoudiens à fonctionner avec les radars israéliens. Oui. Donc c'était une sorte d'imbrication de fait, de normalisation politique par le biais militaire. Sachant qu'ils ont les mêmes ennemis, les Houthis, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, sont tous contre l'Iran et ses proxys de toute façon. Et finalement, cette alliance militaire défensive anti-aérienne a fonctionné, effectivement, et ça a obligé, y compris des pays arabes, à s'impliquer militairement aux côtés d'Israël, ce qui doit être, à mon avis, assez inédit. Il ne faut pas trop le dire trop fort quand même. Oui, non, ils ne s'en vantent pas, personne ne s'en vante, évidemment, mais je crois que, je suis en train de réfléchir, ça doit être à peu près la première fois que ça arrive, en gros, pour faire simple, les armées arabes coopèrent avec l'armée israélienne face à un ennemi commun, effectivement. Et donc on en est maintenant dans cette situation où, d'abord, Israël est quand même toujours occupé au Liban. Il faut quand même considérer que, même si les Israéliens ont beaucoup de moyens, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Priorité, c'est le Hezbollah. Cette guerre n'est pas encore loin d'être terminée, elle n'est pas gagnée. En gros, tant qu'il y a des roquettes qui tombent relativement nombreuses sur le sol israélien, la zone du nord Israël est interdite. On ne peut pas faire revenir les 70 000 quelques résidents qui y vivaient. Donc la guerre ne peut pas être considérée comme gagnée. Donc ça continue. Et puis ça peut continuer effectivement très longtemps. Et tout ça, ça absorbe effectivement quand même beaucoup de moyens israéliens. Donc la logique un peu militaire, ce serait de dire peut-être un ennemi à la fois. Ça, c'est un vieux principe militaire. C'est un ennemi à la fois. Et puis l'Iran, on a encore le temps de s'en occuper. Et donc ça peut rester dans cette situation. Les Iraniens, on ne sent pas qu'ils ont forcément une ardeur terrible pour s'en prendre à Israël. Quand on écoute même les prêches du guide suprême, etc., bon, on ne sent pas quand même... Voilà, c'est pas un appel à la guerre instantané. Non, c'est pas l'appel au djihad, très clairement. Donc on peut rester dans cette situation assez... entre l'Iran et Israël, en tout cas, et avec le troisième partenaire, évidemment, qui est les États-Unis, dans cette situation qui peut changer. On peut changer en fonction de l'élection américaine, en fonction de l'attitude de Trump, un peu plus tard, s'il est élu président. Les choses peuvent basculer, notamment en 2025, et au fur et à mesure qu'on s'approche aussi de l'échéance du programme nucléaire iranien. Voilà. Donc pour l'instant, le temps est un peu suspendu de ce côté-là. Un petit point, moi, juste, observation personnelle, je reviens d'Ukraine, j'étais il y a 2 semaines, j'ai parlé avec des officiels ukrainiens qui me disaient tout ce qui tire sur Israël, au moins Israël sait se défendre, et c'est au moins que les Iraniens ne peuvent pas donner aux Russes. Oui, et puis l'autre conséquence, c'est qu'à force de se faire détester, les Iraniens et leurs proxys, tous les pays arabes sont en train de nous armer. Oui. Maintenant le Qatar qui file des obusiers, les Émirats Arabes Unis, l'Irak et le Koweït sont en train de réfléchir à donner des chars également. Il y a des discussions officielles qui ont été officialisées, reconnues pour fournir à l'Ukraine. La Jordanie qui fournissait des systèmes, l'Égypte qui fournit également des obus, qui sont officiellement dans le camp plutôt pro-russe,
historiquement, mais à force d'aider les Houthis, etc., sont tous en Oui, train de oui, basculer. mais Il y a des blocs qui sont en train de se créer réellement. C'est vrai, c'est un vrai changement. Un pays comme l'Égypte a des moyens militaires très importants, hein, et notamment des stocks aussi, des choses qui sont très importantes. Si ces pays basculent effectivement du côté ukrainien, ça peut changer la donne. Ouais. Allez, merci Michel. Merci. On rappelle ton livre, Michel Goya, je vous lis le nom, L'embrasement, comprendre les enjeux de la guerre Israël-Hamas, aux éditions Lafon, et on mettra tous les liens évidemment en commentaire de cette vidéo pour que vous puissiez aller les voir. Merci. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt au studio RI Cosmos.